Face à Rioufol, deuxième partie. Merci de nous avoir rejoints. Nous accueillons à présent Driss Ghali. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant et essayiste et vous avez publié cette semaine Français, ouvrez les yeux aux éditions L'Artilleur. Dans un instant, vous serez face à Yvan Rioufol, mais juste avant, Yvan, pourquoi ce choix d'inviter Driss Ghali sur notre plateau? J'ai découvert Driss Ghali avec son dernier livre, qui n'est pas votre premier livre. Vous aviez fait un livre sur David Galloula, je crois. Et c'était un livre que j'ai trouvé très courageux, parce que d'abord, c'est le livre d'un lanceur d'alerte et qui nous prévient de nos propres faiblesses, qui nous prévient de notre pente à l'autodestruction. Ce serait peut-être un peu ça, dans le fond, la manière dont je pourrais résumer votre livre. Et vous vous présentez d'une manière un peu provocante et assez amusante en disant « Je suis arabe, africain, musulman, pratiquant et adepte du métissage que je pratique au sein de mon propre couple. » Et donc, partant de ceci, et vous êtes naturalisé français également. Tout à fait. Oui. Et voilà. Et donc, partant de ce parcours-là, il est intéressant, en effet, de vous entendre sur le diagnostic que vous pouvez porter sur nous. De quels maux souffrons-nous, si je puis dire? Écoutez, il y a une révolution en marche. Je pense que c'est pas un mal, ce sont plusieurs mots, et ce sont des mots qui peuvent apporter des dommages irréversibles. Il y a une révolution en marche en France, une révolution qui peut liquider la France. On a eu la Révolution française de 1789, on a eu 1968 qui a liquidé le devoir, la responsabilité. Là, on est en train de faire une nouvelle révolution, très lente, silencieuse, sans prise de la Bastille, mais une révolution. Il y aura un avant, un après. Et on est en train de créer un homme nouveau en France, qu'il soit d'origine immigrée ou même français de souche, comme on dit, qui ne se sent pas redevable envers la France et qui ne se sent pas gardien de la France. Des gens se désengagent de leur pays. Et j'insiste, ce n'est pas seulement une question d'immigration. C'est un mal français, c'est un mal porté par les Français eux-mêmes. Ce n'est pas un mal qui serait porté par l'immigration ou qui serait porté par l'islam. C'est un peu ce que vous voulez nous faire dire. Tout à fait. Aussi. En fait, il y a une symbiose, malheureusement. C'est la tempête parfaite. Les deux mots interagissent. Parce que dans une partie de l'immigration, vous avez une revanche à prendre contre la colonisation, vous avez un refus de l'assimilation, une impossibilité d'assimilation. Et puis vous avez, dans une certaine immigration, vous avez certaines mentalités qui finissent par contaminer le peuple de souche. Et vous avez donc une mayonnaise qui prend et qui fait qu'on sombre tous, immigrés et français de souche. On risque de sombrer. On risque de sombrer. Oui, donc on peut quand même s'en sortir. Quelles sont les forces vives qui pourraient encore nous permettre de résister à cette lente déconstruction de l'intérieur? C'est un peu ça ce que vous... Au fait, nous vivons nous sommes dans un songe. C'est l'hypnose. L'impression qu'on a été ensorcelés. Et le français ouvrait les yeux, et voir le mur qui arrive. Vous dites, les Français ont perdu leur pays. Ah oui, c'est sûr. Mais vous êtes un peu systématique, parce que le pays n'est pas encore totalement perdu. On a vu qu'il y avait encore de la résistance, enfin, il y a un somnambulisme et une résistance. Est-ce que vous la voyez tout de même, cette résistance? Alors oui, il y a plusieurs choses. Perdu leur pays, je dis, ils sont déjà étrangers chez eux. Il faut faire attention à la question du voile, à la question de la prière, il faut faire attention au wokisme, il faut faire attention à la question de la race. Vous avez 700 zones de non-droit, c'est quand même incroyable. On n'est plus chez soi quand il y a des zones de non-droit, des no-go zones, des no-fly zones. C'est peut-être normal au Mali, en Irak, mais pas en France. Vous avez perdu surtout vos frontières et votre indépendance par rapport à l'Europe. Enfin, quand même, moi, je viens d'un pays qui a été colonisé. Nous, on était révulsés, les Marocains, d'être colonisés par la France, qui n'était pas n'importe quoi. Surtout la France de Lyautey. Là, vous êtes colonisés par l'Union européenne de Ursula von der Leyen. Enfin, quand même, vous ne méritez pas ça. C'est ça qu'on dit, vous avez perdu votre pays. On n'est pas colonisé aussi par la contre-colonisation musulmane? Bien sûr, au fait, c'est plusieurs phénomènes en même temps. Et derrière, il y a les Américains. Parce que qu'est-ce qu'on fait depuis 1945? Nous copions les Américains. Donc nous avons importé le problème racial qui n'existait pas en France. Nous avions Sédar Senghor, Césaire, nous avions déjà réglé le problème. Nous avons importé l'islam en France pour nous faire plaisir, pour bien faire. Parce que les Américains avaient leur ghetto, nous avons nos ghettos maintenant. Nous avons notre Californie française, comme dit si bien notre cher président, qui à mon avis se rêverait comme président de Harvard ou gouverneur de Connecticut dans une autre vie. Nous avons importé donc la dislocation sociale, la violence, et vous posez la question, est-ce qu'on peut s'en sortir? Oui, j'y crois beaucoup parce que vous avez encore le souvenir de la grandeur. Vous avez connu une grande France il n'y a pas si longtemps. Et puis, la France, c'est un pays d'élite. Il y a des très bonnes élites dans tous les domaines. Le problème, c'est qu'elles sont écartées
parce que dans le livre, j'appelle les nains et les cancres qui nous gouvernent, mais il y a des géants en France. Ils sont juste enchaînés. Un jour, ils vont se lever et ils vont enlever ces nains et ces cancres. Quand? Je ne sais pas, mais le moment viendra. Vous vous présentez comme étant musulman pratiquant. Est-ce que malgré tout, vous pouvez avoir une vision critique sur les grandes difficultés que montre objectivement une partie de la communauté musulmane à s'intégrer? Et ma question est plus générale, dans le fond, d'après vous, est-ce que l'islam est compatible avec une démocratie libérale? C'est parce que je suis musulman et pratiquant que je vous avise, je vous alerte. Attention, nous sommes différents. Nous sommes très différents. L'assimilation est un sport d'élite. C'est pour quelques grands cosmopolites. Vous vous estimez assimilé ou intégré? Je suis assimilé et je suis doublement assimilé. Je suis assimilé au Maroc, je suis l'homme de ma terre et l'homme de la France. C'est très difficile et je ne demanderai pas ça à mes coreligionnaires parce que c'est très difficile. Parce que ça demande une flexibilité, une curiosité, une humilité. Moi, je suis marié à une Brésilienne. Vous ne vous rendez pas compte des conflits du quotidien parce qu'elle est catholique. Moi, je suis musulman. La nourriture, le rôle de la femme. Chez nous, la femme n'est pas l'égale de l'homme. L'argent, l'héritage, la peur. Alors comment faites-vous avec votre femme? Vous appliquez les règles de la charia avec votre femme? Dans la vie, il faut perdre certaines batailles. Il y a certaines batailles où j'ai capitulé. Mais c'est ça l'assimilation. Pourquoi il n'y a pas d'assimilation? Parce que les gens sont orgueilleux. Les musulmans qui viennent en France, ils ne se croient pas inférieurs à vous. Donc ils se disent, pourquoi moi je vais renier l'islam? 1,5 milliard d'habitants. Et quand même, c'est un message qui est, je ne dis pas universel, mais qui est intéressant. Sinon, il n'y aurait pas 1,5 milliard de musulmans dans le monde. Et donc, ils ne veulent pas faire le premier pas. C'est pour ça que je vous dis, votre deuxième question, c'était sur est-ce que l'islam est compatible avec une démocratie libérale? Impossible. Non, vous répondez non. Pour deux raisons. D'abord, l'islam lui-même se dit libéral, ce qu'on a du mal à percevoir en France. L'islam se dit « je suis la liberté ». Je vous libère de la loi des hommes, écrite par un seigneur ou un sultan, et je vous donne la loi de Dieu, le Coran. C'est pour ça que nous nous accrochons tellement au Coran. Parce que nous voyons en lui une libération. C'est ce que disaient d'ailleurs les frères musulmans d'Égypte. C'est un message redoutable. Je sais qu'en France, ça passe pas, je ne veux pas... Enfin, je vous dis que l'islam est une antithèse totale d'une démocratie libérale. Donc, Mais ce que vous nous décrivez là, c'est en fait, je vous passe la parole tout de suite après, pardon Véronique, ce que vous nous décrivez là, ce sont des éléments d'une possible guerre civile. Si vraiment l'islam n'est pas compatible avec une démocratie libérale, comme nous sommes encore dans une démocratie libérale, je l'espère, et qu'il y a quand même une part d'islam qui commence à devenir importante, comment allons-nous pouvoir vivre ensemble? Nous pouvons vivre ensemble, mais mal. C'est ce que disait Fernand Braudel, les civilisations n'aiment pas la coexistence. Nous pouvons vivre ensemble comme deux couples qui partagent un appartement. Comme en Russie, jadis, sous les soviets, les familles vivaient les unes sur les autres. Ou à Cuba aujourd'hui. On vit, mais on vit mal. Parce que l'islam a besoin d'occuper le terrain. Comme le catholicisme jadis, quand il était vivant. Et la République lui dit non. La démocratie libérale lui dit non. Lui dit, la PMA pour toutes. Il est impossible d'avoir un musulman heureux, enfin un islam heureux, parce qu'il y a des gens qui sont très flexibles, un islam heureux en France quand vous avez la PMA pour toutes. C'est juste impossible. Donc nous vivrons les uns sur les autres mal. On peut s'adapter à ça. On peut faire l'effort, ça s'appelle Singapour ou Dubaï, où vous avez des sociétés guindées, où les gens sont extrêmement courtois pour ne pas se choquer. Mais c'est plus la France, c'est ça mon message. Si vous voulez la France, la courtoisie, qu'est-ce que c'est que la France? C'est la spontanéité. Il faut être chez soi, il ne faut pas avoir peur Et la France a définitivement changé de votre point de vue. Elle ne peut pas revenir en arrière. En tout cas, elle ne peut plus réduire cette part inassimilable, dans le fond. Nous nous dirigeons vers une communautarisation. Nous nous dirigeons vers deux. Soit on a de la chance, soit on n'a pas de chance. Si on a de la chance, nous aurons un prophète. Parce que là, il faut vraiment réveiller les émotions des gens. Pourquoi je dis qu'il faut un prophète? C'est un peu pour provoquer. Il faut des grands intellectuels, mais vraiment des grands intellectuels comme nous avions des Camus et des Sartre, qui prennent sur eux pour réveiller les émotions tant des musulmans, des Africains et autres, et des Français de souche, pour que chacun fasse un pas. Et qu'on apprenne à vivre dans une société qui est déjà multiraciale, multiconfessionnelle. Je n'ai pas dit multiculturelle. Parce que pour que tout le monde mette un peu de l'eau dans son vin, parce que la France est le pays du vin, et qu'on puisse chacun faire un effort. Parce que ce qui nous tue, c'est l'ego et l'orgueil. Chacun est rempli d'orgueil, notamment les immigrés. Personne ne veut faire un pas. C'est comme ça qu'on va ruiner ce pays. Et si on n'a pas de chance, on peut aller vers la guerre civile, effectivement. Mais là, pour faire le mal et la violence, il suffit de 2-3 abrutis, voilà, c'est très facile. Véronique Jacquier. Oui, prenons un exemple concret, le port du voile. Qu'est-ce que vous dites? Il faut l'interdire? Fort de tout ce que vous venez de nous raconter.
C'est une question intéressante, réponse compliquée, mais je l'assume. Oui. J'ai beaucoup d'amis musulmanes françaises voilées. Et je vais les attrister. Mais la France, c'est pas le voile. Voilà la réponse. La France, c'est pas le voile. En France, une femme n'est pas voilée. Parce que j'aime la France et j'aime le Maroc. Je ne dirais pas la même chose pour un pays arabe. Mais oui, mais alors vous êtes en train de nous dire, c'est comme pour la PMA pour toutes, ça fait beaucoup de musulmans malheureux. Bien sûr, mais Alors, c'est si ça on la n'accepte pas diversité. d'être malheureux, que vont-ils faire? La diversité qu'on nous vend comme étant le Saint Graal, c'est le malheur de tout le monde. Tout le monde est malheureux. Tout le monde est malheureux. Vous ne pouvez pas demander à un Malien de l'envoyer au meeting de M. Mélenchon où il lui dit c'est la fin du patriarcat grâce à la PMA pour toutes. C'est impossible. Est-ce que, dans le fond, cette révolution conservatrice que l'on observe, que j'observe, tout le monde n'est pas d'accord avec cette observation, mais est-ce que cette révolution conservatrice ne pourrait pas être, dans le fond, une sorte de base commune avec ce conservatisme, dans le fond, qui habite également la culture musulmane, à travers le rejet non pas seulement de la PMA pour toutes, mais à travers le rejet de toutes les lois sociétales qui sont portées maintenant par des minorités sexuelles notamment ou identitaires? C'est possible, mais il faut beaucoup travailler. Et là, personne ne travaille, parce que tout le monde est dans la zone de confort. Les identitaires ne veulent pas entendre de gens comme moi qui disent « je suis français et musulman », ils ne comprennent pas. Parce que personne ne veut faire un pas. Les musulmans de France, on est souvent, pas toujours, dans la victimisation. Vous avez Rokhaya Diallo, qui est pour moi l'ambassadrice des États-Unis en France, qui est sur tous les plateaux et qui diffuse le message de la victimisation. Donc tout le monde est dans la zone de confort. Il faut qu'on travaille pour créer une nouvelle formule. On n'est pas sûr d'y arriver. Sur le conservatisme pur, c'est pas suffisant. Parce qu'on sera d'accord pour dire... Tout le monde, enfin, vous pourrez très facilement faire l'unanimité dans l'immigration de France contre les idées de Mme Sandrine Rousseau. Mais on ne va pas plus loin que ça. Il faut plus. Il faut du désir. Il faut qu'on ait envie, ensemble, de conquérir le monde. Il faut qu'il y ait une cause. Or, cette cause, ce n'est pas le climat, malheureusement. Ce n'est pas l'Europe. Il faut une cause de puissance. Dans le livre, je parle de puissance. Je pense que si nous vendons, nous vendons à la diversité, aux immigrés, la puissance, être plus puissants ensemble, je pense qu'on peut toucher quelque chose. Il faut réveiller les émotions. Aujourd'hui, les gens, on leur dit, vous consommez, et puis voilà. Et c'est ce qui nous tue, au fait. C'est cette espèce de confort. Parce que tant qu'il y a un peu de confort, les gens vont s'accommoder. Même allant sauvagement. Voilà, Face à Rioufol, c'est déjà terminé. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci Driss Ghali d'avoir été l'invité d'Yvan Rioufol ce soir. Je rappelle le titre de votre livre, Français, ouvrez les yeux. C'est aux éditions L'Artilleur. Yvan, à dimanche prochain. À dimanche. D'ici là, on vous retrouve toute la semaine aux côtés de Clélie Mathias dans La Parole aux Français. Véronique, vous restez avec nous dans un instant. Ce sera Enquête d'esprit. Le sujet de l'émission de ce soir ? La persécution des chrétiens, 360 millions de chrétiens persécutés dans le monde. Voilà, coup de projecteur évidemment sur ce qu'ils vivent et sur la force qui les anime pour tenir le coup, bien entendu, leur foi.